Imaginez une capitale prise en otage par des gangs violents, une instabilité politique endémique, une corruption généralisée. Bienvenue en Haïti. Cette île, autrefois surnommée la perle des Antilles, est plongée dans une crise profonde depuis des années. Et l'escalade de la violence ne laisse rien présager de bon. Mais pourquoi ce chaos persistant? Et surtout, à qui profite-t-il vraiment? Comme moi, vous devez vous demander pourquoi le chaos en Haïti profiterait à quelqu'un, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et la première piste à explorer est celle des ressources. Quand vous vous intéressez à Haïti, que vous comprenez ce qu'il y a comme ressources dans le sol, dans les eaux haïtiennes, vous comprenez en fait pourquoi ce pays doit être maintenu dans une telle situation. En effet, des sociétés minières, notamment américaines et canadiennes, qui mènent des recherches depuis 2008, estiment que le sous-sol haïtien recèle des richesses qui pourraient valoir jusqu'à 20 milliards de dollars américains sur les marchés internationaux. Alors, prenons une carte et regardons ça de plus près. Le sous-sol d'Haïti regorgerait de pétrole, de gaz, d'or, d'argent et de cuivre. Il faut savoir qu'il y a principalement 9 sociétés minières qui opèrent en Haïti, selon le bilan 2013 du ministère haïtien des Travaux publics. Selon un rapport de la Concertation pour Haïti, un regroupement d'organismes de la société civile, les entreprises étrangères profiteraient du chaos pour obtenir des concessions minières sans que le Parlement et la population haïtienne ne soient informés ou consultés. Et cette exploitation dure depuis plus d'un siècle. Déjà en 1914, un an avant l'occupation américaine qui dura 19 ans, les marines américains entrent dans la Banque nationale d'Haïti et volent de l'or pour une valeur de 500 000 $ de l'époque, qu'ils déposeront dans une banque de Wall Street, dépouillant ainsi les Haïtiens, chez qui ils intervenaient pourtant pour établir la paix. J'aborderai cette question réellement avec ce prisme des ressources, de l'exploitation des ressources, des intérêts que peuvent générer ces ressources pour les États-Unis, pour le Canada, pour la France, qui sont les 3 principaux pays avec les États-Unis en tête, qui jouissent vraiment des ressources haïtiennes, qui trouvent un grand intérêt à exploiter Haïti et surtout à maintenir un chaos en Haïti. Prenons le cas du Canada, pour qui Haïti demeure un pays prioritaire. Il était représenté par la société Halliwell Mining Limited à travers sa filiale haïtienne Cedren. En 1955, Cedren a extrait 1,5 million de tonnes de minerais contenant 2% de cuivre pour une valeur de 83,5 millions de dollars américains. Le gouvernement haïtien n'a perçu que 3 millions de dollars. Les États-Unis, quant à eux, étaient représentés par la compagnie Reynolds. En 1944, cette compagnie a signé un contrat de concession minière couvrant le territoire national pour une durée de 60 ans. D'autres entreprises ont également été implantées ou sont encore actives dans le pays, telles que la canadienne Resources Majescor Inc., l'américaine VCS Mining Inc. et même la japonaise Toyoda Tsusho Kaisha. Mais pour certains, cette explication ne suffit pas à justifier une violence si extrême. Ce qui nous mène à notre seconde piste, celle de la drogue. Pour comprendre cette violence des gangsters, il faut faire un zoom arrière et considérer l'ensemble du bassin de la Caraïbe qui est devenu, ces 10 dernières années, un véritable trou noir où circule la drogue issue de la cordillère des Andes en direction du marché américain. Compte tenu de la position géographique d'Haïti, de ses institutions, de l'instabilité de son gouvernement ainsi que du manque de moyens de sa police, l'île est devenue le lieu idéal pour les trafiquants. Un rapport des experts de l'ONU sur Haïti, paru en 2023, disait ceci. Le trafic de drogue, qui est une source importante de revenus pour certains gangs, nuit à la paix, à la sécurité et à la stabilité d'Haïti. Quand on regarde le trafic de drogue, tous ces réseaux-là sont maintenus, mais sont surtout alimentés par des personnes qui sont directement financées au niveau des autorités des États-Unis. Dans le trafic de drogue, dont bénéficient aussi certains politiciens locaux, la corruption des autorités permet aux trafiquants d'opérer sans entrave, comme le soulignait un article du Monde publié en 2004, pointant du doigt l'implication de Jean-Bertrand Aristide, ancien président haïtien. Le patron, c'était Aristide. Je l'ai payé durant des années. Il fallait le payer, sinon on mourrait. Je dis souvent que ce sont les 2 faces d'une même médaille, en fait. L'usurpation du pouvoir par des groupes mafieux ou par des clans politiques corrompus qui acceptent de pactiser avec l'argent sale. Jean-Bertrand Aristide n'est qu'un exemple parmi d'autres d'un système corrompu qui utiliserait le trafic de drogue à son avantage, que ce soit financièrement ou politiquement. De nombreux autres politiciens ont été accusés ou sanctionnés pour les mêmes pratiques. Jovenel Moïse, le président assassiné en 2021, avait entrepris de lutter contre les trafiquants d'armes et de drogue les mois précédant sa mort et avait dressé une liste de narcotrafiquants selon le New York Times. Une décision qui lui aurait été fatale d'après certains responsables.
Pour moi, il y a une accointance claire entre les gangs et ces personnages-là qui étaient au pouvoir dans cette espèce de gouvernement de transition un peu douteux, toujours financé par les mêmes puissances. Pour répondre à l'insécurité engendrée par les gangs, le choix de faire appel à la police kenyane s'est fait. Un choix illégal et anticonstitutionnel, pourtant soutenu par l'ONU. Pour moi, le Kenya est vraiment utilisé comme, voilà, on va prendre une armée qui a un effectif noir et comme ça, on va pas nous dire qu'on vient comme les blancs sauveurs, mais en réalité, qui est-ce qui finance? Qui est-ce qui va permettre à cette armée d'arriver jusque-là? Ça reste les États-Unis, ça reste les Nations Unies. Proposition à laquelle des organisations de la société civile haïtienne et de défense des droits humains ont réagi en publiant une lettre ouverte. Une action militaire internationale des États-Unis, du Canada et de la France, en collaboration avec le régime de facto, ne servira qu'à renforcer la mainmise des acteurs à l'origine de la crise haïtienne sur l'État et à opprimer le peuple haïtien. Chaque fois que la communauté internationale est intervenue militairement avec des troupes en Haïti, cela n'a jamais été à l'avantage du peuple haïtien. Le recours à la police kenyane suscite d'autant plus l'incompréhension lorsqu'on considère que le voisin salvadorien, confronté au même problème de gang, a réussi à les éradiquer. Il a même proposé de partager sa stratégie de répression des gangs avec Haïti. Mais cette proposition a été ignorée par les instances nationales et internationales. Et donc, moi, je pense qu'il y a un refus de prendre cette main tendue du Salvador, tout simplement parce que le chaos haïtien, il sert les intérêts des États-Unis, il sert les intérêts du Canada, il sert les intérêts de la France. Il n'y a aucun intérêt à ce que demain, Haïti puisse devenir une puissance souveraine avec un respect de la vie humaine. Pour mieux comprendre la faillite de la première république noire et libre du monde et comment on en est arrivé là, il est essentiel de remonter le fil de son histoire. En Haïti, on est resté sur une espèce d'illusion que voilà, on est la première république noire, on a fait ceci, on a fait cela. Non, il y a eu un maintien d'une colonisation complètement masquée et un enchaînement comme ça de dictature, un enchaînement de coups d'État qui font que Haïti ne peut pas s'en sortir, ne peut pas être stable. Ce qui nous conduit directement à notre troisième piste, à savoir l'échec des élites locales qui, au lieu d'y mettre un terme, ont plutôt entretenu une culture de la violence dont elles ont elles-mêmes souvent profité. De 1957 à 1986, ce pays a connu l'une des dictatures les plus féroces du monde, avec la dynastie de ce qu'on appelle les Duvalier qui ont régné sur le pays grâce à la terreur des tontons macoutes, qui étaient des supplétifs, l'équivalent des gangsters d'aujourd'hui. C'est pour dire donc qu'il y a une tradition de violence aveugle exercée contre la population par le pouvoir en place qui remonte à au moins ces années-là. L'utilisation de gangs armés pour réprimer l'opposition et contrôler la population afin de renforcer le pouvoir en place n'est donc pas une pratique nouvelle. Cependant, au fil des ans, ces groupes ont évolué et se sont professionnalisés au point de jouer un rôle significatif dans le paysage politique et économique actuel du pays. C'est ce qu'expliquent les auteurs Romain Lecourt Grand-Maison, Ana Paola Oliveira et Matt Herbert dans leur rapport intitulé « La crise des gangs haïtiennes et les réponses internationales ». Bien que la grande majorité des gangs en Haïti restent de petites organisations, les principaux, ceux qui contrôlent un territoire substantiel et sont responsables de la plupart des instabilités actuelles, sont des entités bien structurées, bien armées et compétentes sur le plan opérationnel. Selon Jean-Marie Théodin, l'échec de la gestion post-dictature, la défaillance de l'État, l'abolition de l'armée ou encore le vide politique ont joué un rôle dans la crise actuelle que traverse le pays. En fait, on a plutôt assisté à une déconstruction du pays, à un déchirement du corps social et surtout à son effondrement du fait de l'abolition de l'armée en 1995 qui a donné lieu à une prolifération de compagnies de sécurité qui progressivement se sont transformées en organes autonomes disposant d'une partie de la violence légitime qui normalement est un monopole d'État. En plus des crises sociopolitiques et économiques, le pays fait face à des catastrophes naturelles qui le fragilisent et dont la mauvaise gestion engendre des tensions, crises et conflits sociopolitiques aigus. Il est intéressant de rappeler que Haïti connaît effectivement des tremblements de terre, des cyclones, des crises sanitaires, mais comme tous les autres pays du monde, en fait. Mais la seule différence, c'est qu'en Haïti, il n'y a pas d'État. En Haïti, il n'y a pas ce socle commun qui permet justement d'amortir les effets de toutes les catastrophes que nous venons d'évoquer ici. En résumé, l'histoire d'Haïti, marquée par la mise en place de gouvernements fantoches, une souveraineté illusoire, une gouvernance défaillante, la corruption généralisée et les ingérences politiques étrangères, notamment des États-Unis, de la France et du Canada, ainsi que les vides politiques ayant favorisé l'émergence des gangs, ont conduit le pays dans cette spirale de chaos persistant. Mais c'est surtout l'émission des puissances étrangères qui est pointée du doigt par Ronald Sanders, l'ambassadeur d'Antigua et Barbuda aux Nations Unies, qui a déclaré ceci dans une tribune adressée
s'intéresser aux États-Unis et à l'Organisation des États américains. Dans toute analyse de la situation haïtienne, la France et les États-Unis ont une responsabilité particulière car ils ont largement profité du pays et l'ont ensuite déstabilisé. La lourde dette imposée par la France après l'indépendance d'Haïti et l'ingérence financière et politique prolongée des États-Unis ont laissé de profondes cicatrices sur la capacité d'Haïti à s'autogouverner et à prospérer. Et cette ingérence continue, selon Maud Salomé Ekila. En Haïti, il y a des autorités qui ne sont pas souveraines. Il y a des présidents qui sont placés là, il y a des coups d'État qui sont organisés, qui sont fomentés par ces puissances et qui permettent de maintenir une forme de chaos. Face à cette réalité, la perle des Antilles retrouvera-t-elle sa dignité et sa souveraineté ? Par ailleurs, quel avenir peut-on espérer pour Haïti ? Imaginez une capitale prise en otage par des gangs violents, une instabilité politique endémique, une corruption généralisée. Bienvenue en Haïti. Cette île, autrefois surnommée la perle des Antilles, est plongée dans une crise profonde depuis des années. Et l'escalade de la violence ne laisse rien présager de bon. Mais pourquoi ce chaos persistant ? Et surtout, à qui profite-t-il vraiment ? Comme moi, vous devez vous demander pourquoi le chaos en Haïti profiterait à quelqu'un, n'est-ce pas ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Et la première piste à explorer est celle des ressources. Quand vous vous intéressez à Haïti, que vous comprenez ce qu'il y a comme ressources dans le sol, dans les eaux haïtiennes, vous comprenez en fait pourquoi ce pays doit être maintenu dans une telle situation. En effet, des sociétés minières, notamment américaines et canadiennes, qui mènent des recherches depuis 2008, estiment que le sous-sol haïtien recèle des richesses qui pourraient valoir jusqu'à 20 milliards de dollars américains sur les marchés internationaux. Alors, prenons une carte et regardons ça de plus près. Le sous-sol d'Haïti regorgerait de pétrole, de gaz, d'or, d'argent et de cuivre. Il faut savoir qu'il y a principalement 9 sociétés minières qui opèrent en Haïti, selon le bilan 2013 du ministère haïtien des Travaux publics. Selon un rapport de la Concertation pour Haïti, un regroupement d'organismes de la société civile, les entreprises étrangères profiteraient du chaos pour obtenir des concessions minières sans que le Parlement et la population haïtienne ne soient informés ou consultés. Et cette exploitation dure depuis plus d'un siècle. Déjà en 1914, un an avant l'occupation américaine qui dura 19 ans, les marines américains entrent dans la Banque nationale d'Haïti et volent de l'or pour une valeur de 500 000 $ de l'époque, qu'ils déposeront dans une banque de Wall Street, dépouillant ainsi les Haïtiens, chez qui ils intervenaient pourtant pour établir la paix. J'aborderai cette question réellement avec ce prisme des ressources, de l'exploitation des ressources, des intérêts que peuvent générer ces ressources pour les États-Unis, pour le Canada, pour la France, qui sont les 3 principaux pays avec les États-Unis en tête, qui jouissent vraiment des ressources haïtiennes, qui trouvent un grand intérêt à exploiter Haïti et surtout à maintenir un chaos en Haïti. Prenons le cas du Canada, pour qui Haïti demeure un pays prioritaire. Il était représenté par la société Halliwell Mining Limited à travers sa filiale haïtienne Cedren. En 1955, Cedren a extrait 1,5 million de tonnes de minerais contenant 2% de cuivre pour une valeur de 83,5 millions de dollars américains. Le gouvernement haïtien n'a perçu que 3 millions de dollars. Les États-Unis, quant à eux, étaient représentés par la compagnie Reynolds. En 1944, cette compagnie a signé un contrat de concession minière couvrant le territoire national pour une durée de 60 ans. D'autres entreprises ont également été implantées ou sont encore actives dans le pays, telles que la canadienne Resources Majescor Inc., l'américaine VCS Mining Inc. et même la japonaise Toyoda Tsusho Kaisha. Mais pour certains, cette explication ne suffit pas à justifier une violence si extrême. Ce qui nous mène à notre seconde piste, celle de la drogue. Pour comprendre cette violence des gangsters, il faut faire un zoom arrière et considérer l'ensemble du bassin de la Caraïbe qui est devenu ces 10 dernières années un véritable trou noir où circule la drogue issue de la cordillère des Andes en direction du marché américain. Compte tenu de la position géographique d'Haïti, de ses institutions, de l'instabilité de son gouvernement ainsi que du manque de moyens de sa police, l'île est devenue le lieu idéal pour les trafiquants. Un rapport des experts de l'ONU sur Haïti, paru en 2023, disait ceci. Le trafic de drogue, qui est une source importante de revenus pour certains gangs, nuit à la paix, à la sécurité et à la stabilité d'Haïti. Quand on regarde le trafic de drogue, tous ces réseaux-là sont maintenus, mais sont surtout alimentés par des personnes qui sont directement financées au niveau des autorités des États-Unis. Dans le trafic de drogue, dont bénéficient aussi certains politiciens locaux, la corruption des autorités permet aux trafiquants d'opérer sans entrave, comme le soulignait un article du Monde publié en 2004, pointant du doigt l'implication de Jean-Bertrand Aristide, ancien président haïtien. Le patron, c'était Aristide. Je l'ai payé durant des années.
Il fallait le payer, sinon on mourrait. Je dis souvent que ce sont les deux faces d'une même médaille, en fait. L'usurpation du pouvoir par des groupes mafieux ou par des clans politiques corrompus qui acceptent de pactiser avec l'argent sale. Jean-Bertrand Aristide n'est qu'un exemple parmi d'autres d'un système corrompu qui utiliserait le trafic de drogue à son avantage, que ce soit financièrement ou politiquement. De nombreux autres politiciens ont été accusés ou sanctionnés pour les mêmes pratiques. Jovenel Moïse, le président assassiné en 2021, avait entrepris de lutter contre les trafiquants d'armes et de drogue les mois précédant sa mort et avait dressé une liste de narcotrafiquants selon le New York Times. Une décision qui lui aurait été fatale d'après certains responsables. Pour moi, il y a une accointance claire entre les gangs et ces personnages-là qui étaient au pouvoir dans cette espèce de gouvernement de transition un peu douteux, toujours financé par les mêmes puissances. Pour répondre à l'insécurité engendrée par les gangs, le choix de faire appel à la police kenyane s'est fait. Un choix illégal et anticonstitutionnel, pourtant soutenu par l'ONU. Pour moi, le Kenya est vraiment utilisé comme, voilà, on va prendre une armée qui a un effectif noir et comme ça, on va pas dire qu'on vient comme les blancs sauveurs, mais en réalité, qui est-ce qui finance? Qui est-ce qui va permettre à cette armée d'arriver jusque-là? Ça reste les États-Unis, ça reste les Nations Unies. Proposition à laquelle des organisations de la société civile haïtienne et de défense des droits humains ont réagi en publiant une lettre ouverte. Une action militaire internationale des États-Unis, du Canada et de la France, en collaboration avec le régime de facto, ne servira qu'à renforcer la mainmise des acteurs à l'origine de la crise haïtienne sur l'État et à opprimer le peuple haïtien. Chaque fois que la communauté internationale est intervenue militairement avec des troupes en Haïti, cela n'a jamais été à l'avantage du peuple haïtien. Le recours à la police kenyane suscite d'autant plus l'incompréhension lorsqu'on considère que le voisin salvadorien, confronté au même problème de gang, a réussi à les éradiquer. Il a même proposé de partager sa stratégie de répression des gangs avec Haïti. Mais cette proposition a été ignorée par les instances nationales et internationales. Et donc, moi, je pense qu'il y a un refus de prendre cette main tendue du Salvador, tout simplement parce que le chaos haïtien, il sert les intérêts des États-Unis, il sert les intérêts du Canada, il sert les intérêts de la France. Il n'y a aucun intérêt à ce que demain, Haïti puisse devenir une puissance souveraine avec un respect de la vie humaine. Pour mieux comprendre la faillite de la première république noire et libre du monde et comment on en est arrivé là, il est essentiel de remonter le fil de son histoire. En Haïti, on est resté sur une espèce d'illusion que voilà, on est la première république noire, on a fait ceci, on a fait cela. Non, il y a eu un maintien d'une colonisation complètement masquée et un enchaînement comme ça de dictature, un enchaînement de coups d'État qui font que Haïti ne peut pas s'en sortir, ne peut pas être stable. Ce qui nous conduit directement à notre troisième piste, à savoir l'échec des élites locales qui, au lieu d'y mettre un terme, ont plutôt entretenu une culture de la violence dont elles ont elles-mêmes souvent profité. De 1957 à 1986, ce pays a connu l'une des dictatures les plus féroces du monde, avec la dynastie de ce qu'on appelle les Duvalier qui ont régné sur le pays grâce à la terreur des tontons macoutes, qui étaient des supplétifs, l'équivalent des gangsters d'aujourd'hui. C'est pour dire donc qu'il y a une tradition de violence aveugle exercée contre la population par le pouvoir en place qui remonte à au moins ces années-là. L'utilisation de gangs armés pour réprimer l'opposition et contrôler la population afin de renforcer le pouvoir en place n'est donc pas une pratique nouvelle. Cependant, au fil des ans, ces groupes ont évolué et se sont professionnalisés au point de jouer un rôle significatif dans le paysage politique et économique actuel du pays. C'est ce qu'expliquent les auteurs Romain Lecourt-Grandmaison, Ana Paola Oliveira et Matt Herbert dans leur rapport intitulé « La crise des gangs haïtiennes et les réponses internationales ». Bien que la grande majorité des gangs en Haïti restent de petites organisations, les principaux, ceux qui contrôlent un territoire substantiel et sont responsables de la plupart des instabilités actuelles, sont des entités bien structurées, bien armées et compétentes sur le plan opérationnel. Selon Jean-Marie Théaudin, l'échec de la gestion post-dictature, la défaillance de l'État, l'abolition de l'armée ou encore le vide politique ont joué un rôle dans la crise actuelle que traverse le pays. En fait, on a plutôt assisté à une déconstruction du pays, à un déchirement du corps social et surtout à son effondrement du fait de l'abolition de l'armée en 1995 qui a donné lieu à une prolifération de compagnies de sécurité qui progressivement se sont transformées en organes autonomes disposant d'une partie de la violence légitime qui normalement est un monopole d'État. En plus des crises sociopolitiques et économiques, le pays fait face à des catastrophes naturelles qui le fragilisent et dont la mauvaise gestion engendre des tensions,
crise et conflits sociopolitiques aigus. Il est intéressant de rappeler que Haïti connaît effectivement des tremblements de terre, des cyclones, des crises sanitaires, mais comme tous les autres pays du monde, en fait. Mais la seule différence, c'est qu'en Haïti, il n'y a pas d'État. En Haïti, il n'y a pas ce socle commun qui permet justement d'amortir les effets de toutes les catastrophes que nous venons d'évoquer ici. En résumé, l'histoire d'Haïti, marquée par la mise en place de gouvernements fantoches, une souveraineté illusoire, une gouvernance défaillante, la corruption généralisée et les ingérences politiques étrangères, notamment des États-Unis, de la France et du Canada, ainsi que les vides politiques ayant favorisé l'émergence des gangs, ont conduit le pays dans cette spirale de chaos persistant. Mais c'est surtout l'immixtion des puissances étrangères qui est pointée du doigt par Ronald Sanders, l'ambassadeur d'Antigua et Barbuda aux Nations Unies, qui a déclaré ceci dans une tribune adressée aux États-Unis et à l'Organisation des États américains. Dans toute analyse de la situation haïtienne, la France et les États-Unis ont une responsabilité particulière car ils ont largement profité du pays et l'ont ensuite déstabilisé. La lourde dette imposée par la France après l'indépendance d'Haïti et l'ingérence financière et politique prolongée des États-Unis ont laissé de profondes cicatrices sur la capacité d'Haïti à s'autogouverner et à prospérer. Et cette ingérence continue, selon Maud Salomé Ekila. En Haïti, il y a des autorités qui ne sont pas souveraines. Il y a des présidents qui sont placés là, il y a des coups d'État qui sont organisés, qui sont fomentés par ces puissances et qui permettent de maintenir une forme de chaos. Face à cette réalité, la perle des Antilles retrouvera-t-elle sa dignité et sa souveraineté ? Par ailleurs, quel avenir peut-on espérer pour Haïti ?